Ce ne fut qu'un battement de 6 minutes. Mais ces 6 petites minutes suffirent à faire vaciller l'édifice géopolitique entre l'Occident et Moscou. Depuis des années, Vladimir Poutine répétait son numéro favori. Menaces déguisées en discours, intimidation sous couvert de diplomatie. Et ce soir-là, il venait tout juste d'achever une de ses tirades glaciales, plantant son regard d'acier dans les yeux de Sébastien Lecornu, comme s'il s'attendait à voir un dirigeant occidental de plus s'effondrer sous le poids du cynisme russe. Mais contre toute attente, le premier ministre français se leva et prononça des mots qui laissèrent les Russes pétrifiés. Ce n'était pas une simple joute verbale. C'était une gifle symbolique. Le moment exact où la France décida qu'elle n'inclinerait plus jamais la tête devant les coups de menton du Kremlin. Pour saisir l'ampleur de cette rupture, il faut revenir quelques jours en arrière dans les couloirs tendus de l'Élysée. Là, à l'abri des caméras, Sébastien Lecornu allait faire un choix qui ferait trembler jusqu'au mur du Kremlin. Ce soir du 1er septembre 2025, à 22h15, la lumière blême du bureau ministériel contrastait avec le tumulte dehors. Paris vibrait encore sous les cris des cortèges bleus, les sirènes perçaient la nuit, les vitrines éventrées jonchaient les boulevards. La France semblait prête à s'effondrer. Et Lecornu, seul devant une pile grandissante de documents classés « Confidentiels défense », synthèse des services secrets, notes stratégiques, signaux d'alerte venus de Varsovie, comprit l'indicible. La Pologne était à la veille d'un péril imminent. Le téléphone sécurisé sonna. C'était Duda, le président polonais depuis Varsovie. Sa voix trahissait une panique mal contenue. « Sébastien, nous avons des mouvements de troupes russes inédits à la frontière biélorusse. Nos services estiment qu'une provocation majeure se prépare dans les 62 heures. L'OTAN temporise. L'Allemagne refuse de s'engager. Les Américains sont distraits par leurs problèmes internes. Vous êtes notre dernier espoir. » Lecornu resta silencieux. Il savait que la France traversait sa pire crise depuis mai 1968. Les émeutes paralysaient le pays. L'économie s'effondrait. Son propre gouvernement vacillait. Comment défendre la Pologne quand il n'arrivait même pas à maintenir l'ordre dans ses propres rues? Mais dans ce silence, quelque chose grandissait. Une résolution. Une colère froide contre celui qui profitait des faiblesses occidentales pour redessiner la carte de l'Europe. « Monsieur le Président, » dit finalement Lecornu, « donnez-moi 48 heures. La France ne laissera pas tomber la Pologne. Jamais. » Il raccrocha et se tourna vers la carte de l'Europe accrochée au mur. Les frontières semblaient soudain si fragiles, si précaires. Cette nuit-là, Sébastien Lecornu prit une décision. Il n'attendrait pas que Poutine frappe. Il frapperait le premier. Les heures suivantes furent intenses. Lecornu convoqua ses conseillers les plus fidèles, mais pas pour organiser une réponse défensive, pour préparer une offensive diplomatique sans précédent. « Je veux tout sur les faiblesses de Poutine », ordonna-t-il à son directeur de cabinet. « Ses échecs militaires, ses problèmes internes, ses zones de vulnérabilité. Je veux connaître cet homme mieux qu'il ne se connaît lui-même. » Pendant 3 jours, l'équipe du premier ministre éplucha chaque analyse du Service fédéral de sécurité intercepté, décortiqua chaque rapport de nos espions en Russie, analysa chaque signe de faiblesse du régime poutinien. Le 3 septembre, Lecornu reçut un appel qui allait tout changer. C'était un haut responsable français du renseignement appelant depuis un téléphone sécurisé. « Monsieur le Premier ministre, nous avons intercepté une communication entre le Kremlin et Minsk. Poutine planifie un incident à la frontière polono-biélorusse pour justifier une intervention de protection. C'est exactement le même scénario qu'en Ukraine. » Lecornu sentit son sang se glacer. L'histoire était en train de se répéter et cette fois, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord risquait d'être directement impliquée. Cette nuit-là, Lecornu ne dormit pas. Il arpentait son bureau, seul avec sa colère et sa détermination. Il pensait à tous ces Européens qui avaient cru naïvement que Poutine s'arrêterait à l'Ukraine. Il pensait à cette Europe qui avait donné au monde la démocratie, les droits de l'homme, l'art de vivre, et qui se faisait grignoter par un autocrate nostalgique de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il pensait surtout à cette France en crise que Poutine considérait probablement comme trop faible pour réagir. Au matin du 4 septembre, Lecornu convoqua une réunion extraordinaire du Conseil de défense. Autour de la table, ses ministres les plus proches, Gérald Darmanin,
Catherine Colonna, Bruno Le Maire. L'atmosphère est électrique. « Mes amis, » commença Lecornu d'une voix calme mais résolue. « Dans moins de 24 heures, je vais défier Vladimir Poutine publiquement. Je vais lui dire ces 4 vérités devant l'Europe entière. Et je vais le faire au nom de la liberté. » Un silence stupéfait accueillit ces paroles. « Sébastien, » intervint Catherine Colonna, « vous vous rendez compte de ce que vous dites? Poutine peut nous couper le gaz. Il peut nous cyberattaquer. Il peut... » Lecornu l'interrompit d'un geste. « Il peut quoi? Nous envahir? Nous bombarder? Nous faire plus de chantage qu'il ne le fait déjà? » Sa voix monta d'un cran. « La France n'a plus rien à perdre. Nous sommes déjà au fond du trou. Le seul chemin qui nous reste, c'est de nous battre. » Bruno Le Maire, habituellement pragmatique, était livide. « Mais enfin, Sébastien, la diplomatie, ce n'est pas la guerre. On ne provoque pas Poutine quand on a des émeutes dans nos propres rues. » Lecornu le regarda avec une intensité qui le fit tressaillir. « Bruno, notre crédibilité diplomatique est morte le jour où nous avons cessé de défendre nos valeurs par peur des représailles. Je vais la ressusciter. » Le 5 septembre au matin, Lecornu se rendit au sommet européen de Bruxelles. Dans l'avion, il était inhabituellement silencieux. Ses conseillers s'attendaient à le voir réviser ses dossiers, répéter ses arguments. Mais non, il regardait les nuages par le hublot et réfléchissait. Ce que ses collaborateurs ne savaient pas, c'est que Lecornu était en train de vivre une transformation profonde. Il cessait d'être un premier ministre en difficulté pour devenir un leader européen. L'atterrissage à Bruxelles fut mouvementé. Les journalistes français présents criaient leurs questions. « Monsieur le Premier ministre, comment gérez-vous la crise des blocages? Pensez-vous à démissionner? La France peut-elle vraiment s'occuper de l'Europe dans son état actuel? » Lecornu ne répondit pas. Il se contenta de sourire énigmatiquement et de monter dans sa voiture officielle. Il savait que dans quelques heures, ces questions paraîtraient dérisoires. Le sommet commençait par une session consacrée à la sécurité européenne. C'était exactement ce qu'espérait Lecornu. Autour de la table, les 27 dirigeants de l'Union européenne discutaient mollement des tensions à l'Est, avec leur prudence habituelle. Scholz évoquait la nécessité du dialogue constructif avec Moscou. Macron, encore affaibli par sa défaite électorale récente, parlait de désescalade. Tous marchaient sur des œufs face à Poutine. C'est alors que la nouvelle tomba. Un aide entra précipitamment dans la salle et murmura quelque chose à l'oreille de Charles Michel, le président du Conseil européen. Ce dernier pâlit visiblement. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix tendue, nous venons de recevoir une communication officielle du Kremlin. Le président Poutine demande à s'adresser directement à notre Assemblée par vidéoconférence. Il invoque l'urgence de la situation en Europe de l'Est. » Un frisson parcourut la salle. Poutine n'avait jamais demandé à s'adresser directement aux dirigeants européens. C'était soit un piège, soit une escalade majeure. Charles Michel regarda autour de la table. « Que décidons-nous? » Tous les regards se tournèrent vers Scholz, Macron, Mélanie. Mais c'est Lecornu qui prit la parole. « Acceptons. Il est temps d'entendre ce que M. Poutine a vraiment à nous dire. » 20 minutes plus tard, l'écran géant s'illumina. Vladimir Poutine apparut, assis dans son bureau du Kremlin, avec ce décorum de pouvoir qui l'accompagnait toujours. Derrière lui, les drapeaux russes et les portraits des tsars. Devant lui, les dirigeants de l'Europe démocratique. Le contraste était saisissant. « Messieurs les dirigeants européens, » commença Poutine de sa voix monotone mais menaçante. « Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que certains de vos pays adoptent une attitude dangereusement agressive envers la Russie. » Son regard, via la caméra, semblait fixer chacun des présents. « Nous observons des mouvements militaires inhabituels près de nos frontières. Nous constatons une rhétorique de plus en plus hostile dans vos médias. Nous notons des décisions politiques qui mettent en péril la stabilité de notre région commune. » Il marqua une pause théâtrale avant de continuer. « La Russie a toujours privilégié le dialogue et la coopération. Mais nous ne tolérerons pas les provocations. Nous ne laisserons pas notre sécurité nationale être menacée par des aventures irresponsables. » Chaque mot était pesé, calculé pour intimider. Poutine balayèrent de regard les visages tendus des dirigeants européens avant de s'arrêter sur celui de Lecornu. «
Nous sommes particulièrement préoccupés par certains discours récents émanant de Paris. Des discours qui semblent oublier que la France traverse actuellement ses propres difficultés internes. L'attaque était directe, personnelle, humiliante. « Monsieur le Cornu, » dit Poutine en regardant un point de la caméra, « votre pays brûle, votre économie s'effondre, votre peuple se révolte dans les rues. N'est-il pas temps de vous occuper de vos propres problèmes plutôt que de donner des leçons à des nations qui ont 2 siècles d'expérience en plus que la vôtre ?» Le silence qui suivit était assourdissant. L'humiliation était publique, gratuite, insupportable. « La Russie ne cherche pas le conflit, » continua Poutine, « mais elle ne l'évitera pas si on l'y force. Nos intérêts vitaux en Europe de l'Est ne sont pas négociables. Nos moyens de les défendre sont considérables. J'espère que nos partenaires européens sauront faire preuve de la sagesse que leur histoire devrait leur avoir enseignée. » La menace était à peine voilée. Poutine conclut par une phrase glaçante. « L'Europe a le choix entre la coopération et la confrontation. Elle a le choix entre la prospérité partagée et l'isolement mutuel. Choisissez sagement. » L'écran s'éteignit. Le maître du Kremlin venait de défier l'Europe entière, mais surtout d'humilier publiquement le Premier ministre français. Mais ce qui se passa ensuite, personne ne l'avait prévu. Sébastien Lecornu se leva très lentement. Pas de demande de parole, pas d'autorisation du président. Il se dressa simplement, posa ses mains sur la table et regarda l'écran éteint avec une intensité qui fit frémir ses collègues. « Monsieur Poutine, » dit-il d'une voix claire qui porta dans toute la salle. « Puisque vous venez de nous quitter, permettez-moi de répondre à votre allocution. » La tension dans la salle était palpable. Charles Michel essaya d'intervenir. « Sébastien, peut-être vaudrait-il mieux, mais Lecornu leva la main. « Non, Charles, il y a des moments où le silence devient complicité, et ce moment est dépassé. » Il se tourna vers ses collègues européens, mais sa voix portait assez pour être captée par tous les micros de la salle. Il savait que ces mots seraient retransmis, analysés, commentés dans le monde entier. « Mesdames et messieurs les dirigeants européens, » commença-t-il. « Nous venons d'assister à un numéro que Vladimir Poutine rôde depuis 25 ans. L'intimidation déguisée en dialogue. » Il marqua une pause, laissant ces mots résonner. « Monsieur Poutine me reproche de m'occuper des affaires européennes alors que la France connaît des troubles internes. Permettez-moi de lui rappeler quelques faits. » Sa voix se durcit. « Qui a envahi la Géorgie? Qui a annexé la Crimée en 2014? Qui a lancé une guerre totale contre l'Ukraine en 2022? Qui déstabilise l'Afrique, interfère dans nos élections, assassine ses opposants sur notre sol? » Chaque question claquait comme un fouet. Les dirigeants européens, habitués aux circonvolutions diplomatiques, découvraient un langage d'une brutalité inédite. « Monsieur Poutine parle d'expérience historique. » « Parfait, parlons d'histoire. » Lecornu fit un pas en avant. « Combien de pays la France a-t-elle envahi ces 20 dernières années? » 0. « Combien de territoires la France a-t-elle annexé? » 0. « Combien d'opposants politiques français ont été empoisonnés à l'étranger? » 0. L'attaque était méthodique, implacable. Et maintenant, parlons de la Russie de M. Poutine. Combien de pays envahis? 6. Combien de territoires annexés? 3. Combien d'opposants assassinés? Je n'ai pas assez de temps pour tous les énumérer. Le contraste était dévastateur. Mais peut-être M. Poutine préfère-t-il que l'on parle de politique intérieure, puisqu'il semble si préoccupé par la situation française. Lecornu eut un sourire glacial. La France traverse effectivement une crise démocratique, où le peuple exprime librement sa colère dans les rues. Une crise où les médias critiquent le gouvernement sans crainte d'être fermés. Une crise où l'opposition peut s'exprimer sans finir en prison. Il se pencha légèrement vers l'avant. « Dites-moi, Monsieur Poutine, quand avez-vous autorisé pour la dernière fois une manifestation d'opposition à Moscou? Quand un journaliste russe a-t-il pu critiquer votre politique sans conséquence? Votre peuple a-t-il pu choisir librement ses dirigeants? » Les questions fusaient, chacune plus embarrassante que la précédente. « Vous parlez de stabilité, Monsieur Poutine. Quelle stabilité?
Celle d'un régime qui empoisonne ses opposants? Celle d'une économie qui repose uniquement sur les hydrocarbures? Celle d'un pays où l'espérance de vie masculine est inférieure à celle du Bangladesh? Les statistiques tombaient comme des couperets. Puis, le cornu posa la question qui allait changer le cours de l'histoire moderne. Monsieur Poutine, savez-vous ce qui différencie un dirigeant démocratique d'un autocrate? Un dirigeant démocratique accepte la critique et en tire des leçons. Un autocrate menace ceux qui osent la formuler. Alors dites-nous de quelle catégorie relevez-vous? Le silence qui suivit était assourdissant. Même les interprètes avaient cessé de chuchoter. Le cornu venait de traiter publiquement Poutine d'autocrate devant tous les dirigeants européens, devant toutes les caméras du monde. C'était du jamais vu. Mais je n'ai pas terminé, continua le cornu avec un calme olympien. Vous nous menacez de conséquences si nous défendons nos valeurs et nos alliés. Permettez-moi de vous rappeler quelles ont été les conséquences de vos actions pour la Russie elle-même. Il sortit une feuille de son dossier. Depuis votre agression contre l'Ukraine, votre produit intérieur brut a chuté de 15%. Votre monnaie s'est effondrée. 300 000 de vos jeunes compatriotes ont fui le pays et vous êtes devenu le dirigeant le plus isolé de la planète. Vos seuls alliés sont des régimes pariants comme l'Iran et la Corée du Nord. Vos oligarques cachent leur argent en Occident. Vos propres enfants étudient dans nos universités. Alors, Monsieur Poutine, qui a vraiment gagné dans cette confrontation? Le cornu fit une pause, laissant l'impact de ses paroles se diffuser. Vous nous accusez de provocation dangereuse. Parfait. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est une vraie provocation. Sa voix monta d'un ton. Menacer des pays souverains. Faire chanter l'Europe avec le gaz, faire exploser des gazoducs sous-marins, kidnapper des enfants ukrainiens, bombarder des hôpitaux. Voilà ce que j'appelle des provocations. Ce ne fut qu'un battement de 6 minutes. Mais ces 6 petites minutes suffirent à faire vaciller l'édifice géopolitique entre l'Occident et Moscou. Depuis des années, Vladimir Poutine répétait son numéro favori. Menaces déguisées en discours, intimidation sous couvert de diplomatie. Et ce soir-là, il venait tout juste d'achever une de ses tirades glaciales, plantant son regard d'acier dans les yeux de Sébastien Lecornu, comme s'il s'attendait à voir un dirigeant occidental de plus s'effondrer sous le poids du cynisme russe. Mais contre toute attente, le premier ministre français se leva et prononça des mots qui laissèrent les Russes pétrifiés. Ce n'était pas une simple joute verbale. C'était une gifle symbolique. Le moment exact où la France décida qu'elle n'inclinerait plus jamais la tête devant les coups de menton du Kremlin. Pour saisir l'ampleur de cette rupture, il faut revenir quelques jours en arrière dans les couloirs tendus de l'Élysée. Là, à l'abri des caméras, Sébastien Lecornu allait faire un choix qui ferait trembler jusqu'au mur du Kremlin. Ce soir du 1er septembre 2025, à 22h15, la lumière blême du bureau ministériel contrastait avec le tumulte dehors. Paris vibrait encore sous les cris des cortèges bleus, les sirènes perçaient la nuit, les vitrines éventrées jonchaient les boulevards. La France semblait prête à s'effondrer. Et Lecornu, seul devant une pile grandissante de documents classés « Confidentiels défense », synthèse des services secrets, notes stratégiques, signaux d'alerte venus de Varsovie, comprit l'indicible. La Pologne était à la veille d'un péril imminent. Le téléphone sécurisé sonna. C'était Duda, le président polonais depuis Varsovie. Sa voix trahissait une panique mal contenue. « Sébastien, nous avons des mouvements de troupes russes inédits à la frontière biélorusse. Nos services estiment qu'une provocation majeure se prépare dans les 62 heures. L'OTAN temporise. L'Allemagne refuse de s'engager. Les Américains sont distraits par leurs problèmes internes. Vous êtes notre dernier espoir. » Lecornu resta silencieux. Il savait que la France traversait sa pire crise depuis mai 1968. Les émeutes paralysaient le pays. L'économie s'effondrait. Son propre gouvernement vacillait. Comment défendre la Pologne quand il n'arrivait même pas à maintenir l'ordre dans ses propres rues? Mais dans ce silence, quelque chose grandissait. Une résolution. Une colère froide contre celui qui profitait des faiblesses occidentales pour redessiner la carte de l'Europe. « Monsieur le Président, » dit finalement Lecornu, « donnez-moi 48 heures. La France ne laissera pas tomber la Pologne. Jamais. »
Il raccrocha et se tourna vers la carte de l'Europe accrochée au mur. Les frontières semblaient soudain si fragiles, si précaires. Cette nuit-là, Sébastien Lecornu prit une décision. Il n'attendrait pas que Poutine frappe. Il frapperait le premier. Les heures suivantes furent intenses. Lecornu convoqua ses conseillers les plus fidèles, mais pas pour organiser une réponse défensive, pour préparer une offensive diplomatique sans précédent. « Je veux tout sur les faiblesses de Poutine », ordonna-t-il à son directeur de cabinet. « Ses échecs militaires, ses problèmes internes, ses zones de vulnérabilité. Je veux connaître cet homme mieux qu'il ne se connaît lui-même. » Pendant 3 jours, l'équipe du premier ministre éplucha chaque analyse du Service fédéral de sécurité intercepté, décortiqua chaque rapport de nos espions en Russie, analysa chaque signe de faiblesse du régime poutinien. Le 3 septembre, Lecornu reçut un appel qui allait tout changer. C'était un haut responsable français du renseignement appelant depuis un téléphone sécurisé. « Monsieur le Premier ministre, nous avons intercepté une communication entre le Kremlin et Minsk. Poutine planifie un incident à la frontière polono-biélorusse pour justifier une intervention de protection. C'est exactement le même scénario qu'en Ukraine. » Lecornu sentit son sang se glacer. L'histoire était en train de se répéter et cette fois, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord risquait d'être directement impliquée. Cette nuit-là, Lecornu ne dormit pas. Il arpentait son bureau, seul avec sa colère et sa détermination. Il pensait à tous ces Européens qui avaient cru naïvement que Poutine s'arrêterait à l'Ukraine. Il pensait à cette Europe qui avait donné au monde la démocratie, les droits de l'homme, l'art de vivre, et qui se faisait grignoter par un autocrate nostalgique de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il pensait surtout à cette France en crise que Poutine considérait probablement comme trop faible pour réagir. Au matin du 4 septembre, Lecornu convoqua une réunion extraordinaire du Conseil de défense. Autour de la table, ses ministres les plus proches, Gérald Darmanin, Catherine Colonna, Bruno Le Maire. L'atmosphère est électrique. « Mes amis », commença Lecornu d'une voix calme mais résolue. « Dans moins de 24 heures, je vais défier Vladimir Poutine publiquement. Je vais lui dire ces 4 vérités devant l'Europe entière. Et je vais le faire au nom de la liberté. » Un silence stupéfait accueillit ces paroles. « Sébastien, » intervint Catherine Colonna, « vous vous rendez compte de ce que vous dites? Poutine peut nous couper le gaz. Il peut nous cyberattaquer. Il peut... » Lecornu l'interrompit d'un geste. « Il peut quoi? Nous envahir? Nous bombarder? Nous faire plus de chantage qu'il ne le fait déjà? » Sa voix monta d'un cran. « La France n'a plus rien à perdre. Nous sommes déjà au fond du trou. Le seul chemin qui nous reste, c'est de nous battre. » Bruno Le Maire, habituellement pragmatique, était livide. « Mais enfin, Sébastien, la diplomatie, ce n'est pas la guerre. On ne provoque pas Poutine quand on a des émeutes dans nos propres rues. » Lecornu le regarda avec une intensité qui le fit tressaillir. « Bruno, notre crédibilité diplomatique est morte le jour où nous avons cessé de défendre nos valeurs par peur des représailles. Je vais la ressusciter. » Le 5 septembre au matin, Lecornu se rendit au sommet européen de Bruxelles. Dans l'avion, il était inhabituellement silencieux. Ses conseillers s'attendaient à le voir réviser ses dossiers, répéter ses arguments. Mais non, il regardait les nuages par le hublot et réfléchissait. Ce que ses collaborateurs ne savaient pas, c'est que Lecornu était en train de vivre une transformation profonde. Il cessait d'être un premier ministre en difficulté pour devenir un leader européen. L'atterrissage à Bruxelles fut mouvementé. Les journalistes français présents criaient leurs questions. « Monsieur le Premier ministre, comment gérez-vous la crise des blocages? Pensez-vous à démissionner? La France peut-elle vraiment s'occuper de l'Europe dans son état actuel? » Lecornu ne répondit pas. Il se contenta de sourire énigmatiquement et de monter dans sa voiture officielle. Il savait que dans quelques heures, ces questions paraîtraient dérisoires. Le sommet commençait par une session consacrée à la sécurité européenne. C'était exactement ce qu'espérait Lecornu. Autour de la table, les 27 dirigeants de l'Union européenne discutaient mollement des tensions à l'Est, avec leur prudence habituelle. Scholz évoquait la nécessité du dialogue constructif avec Moscou. Macron, encore affaibli par sa défaite électorale récente, parlait de désescalade. Tous marchaient sur des œufs face à Poutine.
C'est alors que la nouvelle tomba. Un aide entra précipitamment dans la salle et murmura quelque chose à l'oreille de Charles Michel, le président du Conseil européen. Ce dernier pâlit visiblement. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix tendue, nous venons de recevoir une communication officielle du Kremlin. Le président Poutine demande à s'adresser directement à notre Assemblée par vidéoconférence. Il invoque l'urgence de la situation en Europe de l'Est. » Un frisson parcourut la salle. Poutine n'avait jamais demandé à s'adresser directement aux dirigeants européens. C'était soit un piège, soit une escalade majeure. Charles Michel regarda autour de la table. « Que décidons-nous? » Tous les regards se tournèrent vers Scholz, Macron, Mélanie. Mais c'est Lecornu qui prit la parole. « Acceptons. Il est temps d'entendre ce que M. Poutine a vraiment à nous dire. » 20 minutes plus tard, l'écran géant s'illumina. Vladimir Poutine apparut, assis dans son bureau du Kremlin, avec ce décorum de pouvoir qui l'accompagnait toujours. Derrière lui, les drapeaux russes et les portraits des tsars. Devant lui, les dirigeants de l'Europe démocratique. Le contraste était saisissant. « Messieurs les dirigeants européens, » commença Poutine de sa voix monotone mais menaçante. « Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que certains de vos pays adoptent une attitude dangereusement agressive envers la Russie. » Son regard, via la caméra, semblait fixer chacun des présents. « Nous observons des mouvements militaires inhabituels près de nos frontières. Nous constatons une rhétorique de plus en plus hostile dans vos médias. Nous notons des décisions politiques qui mettent en péril la stabilité de notre région commune. » Il marqua une pause théâtrale avant de continuer. « La Russie a toujours privilégié le dialogue et la coopération. Mais nous ne tolérerons pas les provocations. Nous ne laisserons pas notre sécurité nationale être menacée par des aventures irresponsables. » Chaque mot était pesé, calculé pour intimider. Poutine balayèrent de regard les visages tendus des dirigeants européens avant de s'arrêter sur celui de Lecornu. « Nous sommes particulièrement préoccupés par certains discours récents émanant de Paris. Des discours qui semblent oublier que la France traverse actuellement ses propres difficultés internes. » L'attaque était directe, personnelle, humiliante. « Monsieur Lecornu, » dit Poutine en regardant un point de la caméra, « votre pays brûle, votre économie s'effondre. Votre peuple se révolte dans les rues. N'est-il pas temps de vous occuper de vos propres problèmes plutôt que de donner des leçons à des nations qui ont 2 siècles d'expérience en plus que la vôtre? » Le silence qui suivit était assourdissant. L'humiliation était publique, gratuite, insupportable. « La Russie ne cherche pas le conflit, » continua Poutine, « mais elle ne l'évitera pas si on l'y force. Nos intérêts vitaux en Europe de l'Est ne sont pas négociables. Nos moyens de les défendre sont considérables. J'espère que nos partenaires européens sauront faire preuve de la sagesse que leur histoire devrait leur avoir enseignée. » La menace était à peine voilée. Poutine conclut par une phrase glaçante. « L'Europe a le choix entre la coopération et la confrontation. Elle a le choix entre la prospérité partagée et l'isolement mutuel. Choisissez sagement. » L'écran s'éteignit. Le maître du Kremlin venait de défier l'Europe entière, mais surtout d'humilier publiquement le Premier ministre français. Mais ce qui se passa ensuite, personne ne l'avait prévu. Sébastien Lecornu se leva très lentement. Pas de demande de parole, pas d'autorisation du président. Il se dressa simplement, posa ses mains sur la table et regarda l'écran éteint avec une intensité qui fit frémir ses collègues. « Monsieur Poutine, » dit-il d'une voix claire qui porta dans toute la salle. « Puisque vous venez de nous quitter, permettez-moi de répondre à votre allocution. » La tension dans la salle était palpable. Charles Michel essaya d'intervenir. « Sébastien, peut-être vaudrait-il mieux, » mais Lecornu leva la main. « Non, Charles, il y a des moments où le silence devient complicité, et ce moment est dépassé. » Il se tourna vers ses collègues européens, mais sa voix portait assez pour être captée par tous les micros de la salle. Il savait que ces mots seraient retransmis, analysés, commentés dans le monde entier. « Mesdames et messieurs les dirigeants européens, » commença-t-il, « nous venons d'assister à un numéro que Vladimir Poutine rôde depuis 25 ans. L'intimidation déguisée en dialogue. » Il marqua une pause, laissant ces mots résonner. « Monsieur Poutine me reproche de m'occuper des affaires européennes alors que la France connaît des troubles internes.
Permettez-moi de lui rappeler quelques faits. Sa voix se durcit. Qui a envahi la Géorgie? Qui a annexé la Crimée en 2014? Qui a lancé une guerre totale contre l'Ukraine en 2022? Qui déstabilise l'Afrique, interfère dans nos élections, assassine ses opposants sur notre sol? Chaque question claquait comme un fouet. Les dirigeants européens, habitués aux circonvolutions diplomatiques, découvraient un langage d'une brutalité inédite. Monsieur Poutine parle d'expérience historique. Parfait, parlons d'histoire. Le cornu fit un pas en avant. Combien de pays la France a-t-elle envahi ces 20 dernières années? 0. Combien de territoires la France a-t-elle annexé? 0. Combien d'opposants politiques français ont été empoisonnés à l'étranger? 0. L'attaque était méthodique, implacable. Et maintenant, parlons de la Russie de M. Poutine. Combien de pays envahis? 6. Combien de territoires annexés? 3. Combien d'opposants assassinés? Je n'ai pas assez de temps pour tous les énumérer. Le contraste était dévastateur. Mais peut-être M. Poutine préfère-t-il que l'on parle de politique intérieure, puisqu'il semble si préoccupé par la situation française. Le cornu eut un sourire glacial. La France traverse effectivement une crise. Une crise démocratique, où le peuple exprime librement sa colère dans les rues. Une crise où les médias critiquent le gouvernement sans crainte d'être fermés. Une crise où l'opposition peut s'exprimer sans finir en prison. Il se pencha légèrement vers l'avant. Dites-moi, Monsieur Poutine, quand avez-vous autorisé pour la dernière fois une manifestation d'opposition à Moscou? Quand un journaliste russe a-t-il pu critiquer votre politique sans conséquence? Votre peuple a-t-il pu choisir librement ses dirigeants? Les questions fusaient, chacune plus embarrassante que la précédente. Vous parlez de stabilité, Monsieur Poutine. Quelle stabilité? Celle d'un régime qui empoisonne ses opposants? Celle d'une économie qui repose uniquement sur les hydrocarbures? Celle d'un pays où l'espérance de vie masculine est inférieure à celle du Bangladesh? Les statistiques tombaient comme des couperets. Puis, le cornu posa la question qui allait changer le cours de l'histoire moderne. Monsieur Poutine, savez-vous ce qui différencie un dirigeant démocratique d'un autocrate? Un dirigeant démocratique accepte la critique et en tire des leçons. Un autocrate menace ceux qui osent la formuler. Alors dites-nous de quelle catégorie relevez-vous? Le silence qui suivit était assourdissant. Même les interprètes avaient cessé de chuchoter. Le cornu venait de traiter publiquement Poutine d'autocrate devant tous les dirigeants européens, devant toutes les caméras du monde. C'était du jamais vu. Mais je n'ai pas terminé, continua le cornu avec un calme olympien. Vous nous menacez de conséquences si nous défendons nos valeurs et nos alliés. Permettez-moi de vous rappeler quelles ont été les conséquences de vos actions pour la Russie elle-même. Il sortit une feuille de son dossier. Depuis votre agression contre l'Ukraine, votre produit intérieur brut a chuté de 15%. Votre monnaie s'est effondrée. 300 000 de vos jeunes compatriotes ont fui le pays et vous êtes devenu le dirigeant le plus isolé de la planète. Vos seuls alliés sont des régimes pariants comme l'Iran et la Corée du Nord. Vos oligarques cachent leur argent en Occident. Vos propres enfants étudient dans nos universités. Alors, Monsieur Poutine, qui a vraiment gagné dans cette confrontation? Le cornu fit une pause, laissant l'impact de ses paroles se diffuser. Vous nous accusez de provocation dangereuse. Parfait. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est une vraie provocation. Sa voix monta d'un ton. Menacer des pays souverains. Faire chanter l'Europe avec le gaz, faire exploser des gazoducs sous-marins, kidnapper des enfants ukrainiens, bombarder des hôpitaux. Voilà ce que j'appelle des provocations, Monsieur Poutine. Il se redressa de toute sa hauteur. Et maintenant, laissez-moi vous dire ce que la France va faire face à vos menaces. L'Assemblée retenait son souffle. Nous allons continuer à soutenir l'Ukraine jusqu'à sa victoire complète. Nous allons renforcer notre présence militaire en Europe de l'Est. Nous allons durcir les sanctions contre votre régime et tous ceux qui le soutiennent. Et si vous pensez que la crise française nous affaiblit, vous vous trompez lourdement. Le cornu eut un sourire de défi. Elle nous révèle à nous-mêmes.
Elle nous rappelle que la liberté a un prix et que ce prix, nous sommes prêts à le payer. Contrairement à votre peuple, Monsieur Poutine, qui n'a même pas le droit de connaître ce prix. Il marqua une dernière pause avant l'estocade finale. Vous voulez savoir quelle est la vraie différence entre la France et la Russie, Monsieur Poutine? En France, quand le peuple manifeste, le gouvernement l'écoute. En Russie, quand le peuple manifeste, le gouvernement l'emprisonne. En France, quand un dirigeant échoue, il démissionne. En Russie, quand un dirigeant échoue, il modifie la Constitution pour rester au pouvoir. Et puis, vint le coup de grâce. Au fait, Monsieur Poutine, avez-vous prévu de modifier encore la Constitution russe pour pouvoir rester président à vie, ou avez-vous enfin trouvé le courage de laisser votre peuple choisir librement son avenir? La salle était dans un état de choc total. Le cornu venait non seulement de répondre aux menaces de Poutine, mais de l'attaquer frontalement sur sa légitimité, sa politique intérieure, sa nature dictatoriale. C'était un séisme diplomatique. « Mesdames et messieurs les dirigeants européens », conclut le cornu en s'adressant à ses collègues, « nous avons le choix. Soit nous continuons à avoir peur de M. Poutine et nous laissons détruire l'Europe démocratique pièce par pièce, soit nous lui rappelons que l'Europe, c'est 450 millions d'habitants libres, une économie 10 fois supérieure à la sienne et des valeurs qui ont traversé les siècles. » Il regarda une dernière fois la caméra qui retransmettait vers Moscou. « Monsieur Poutine, votre règne touche à sa fin, pas parce que nous le décidons, mais parce que l'histoire le décide. Les dictatures finissent toujours par s'effondrer sous le poids de leurs propres mensonges. La seule question, c'est de savoir si vous partirez dans la dignité ou dans le chaos. » Le cornu se rassit calmement. Le silence qui suivit dura une éternité. Puis, lentement, un à un, tous les dirigeants européens se levèrent et applaudirent. Scholz, Meloni, Sanchez, tous sans exception. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, les 27 dirigeants applaudissaient quelqu'un qui venait de défier ouvertement Vladimir Poutine. Ce qui se passa dans l'heure suivante défia toutes les prévisions. En Russie, la retransmission fut brutalement coupée. Les médias d'État tentèrent de minimiser l'incident, parlant de provocations occidentales habituelles. Mais les réseaux sociaux russes explosaient. Pour la première fois depuis des années, on y trouvait des messages de soutien massifs. Un dirigeant occidental, enfin quelqu'un qui dit la vérité à Poutine, écrivaient les internautes moscovites. « Ce Français a plus de courage que tous nos opposants réunis », commentaient les jeunes de Saint-Pétersbourg. Au Kremlin, c'était la panique totale. Poutine, selon des sources diplomatiques, était dans une colère noire. Il avait convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité russe, hurlant contre l'insolence française et réclamant des mesures de rétorsion immédiates. Mais ses conseillers, pour la première fois, osaient exprimer des doutes. « Vladimir Vladimirovitch », aurait dit l'un d'eux, « peut-être ne faudrait-il pas escalader davantage. Cette confrontation ne nous fait pas honneur en Europe. » Les faits furent immédiats et spectaculaires. Les chancelleries,